Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui et toujours via le numérique, je suis en communication avec Meyer Drahi, à qui je dis avant tout bonjour Meyer. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, Bonjour Meyer Drahi, vous nous arrivez avec votre premier livre, Les Bonnes Portes, qui est apparu chez Book on Demand. Et je dois dire avant tout que c'est un livre où il y a énormément d'affect, que l'on lit avec vraiment beaucoup d'attention, car il y a énormément d'épisodes. Et ce livre, dans un premier temps, vous l'avez écrit pour votre cercle restreint, votre femme Roselyne, vos filles Yael, Myriam, Johanna, vos gendres, vos petits-enfants, puis votre sœur Marilyn, vos neveux, et votre cousine chérie, Fabienne, à qui on fait un clin d'œil, ainsi qu'à Nina. Merci, tout à fait. Alors, ce livre commence avec un message de votre père qui vous explique un peu d'emblée, et vous commencez à vous poser des questions, le sens de votre prénom, car vous vous appelez également Richard, et vous allez le décomposer. Comment vous l'a-t-il expliqué? Tout simplement, en fait, ce jour-là, ça a été un moment un petit peu incompréhensible pour moi, mais magique. En tout cas, il reste gravé dans ma mémoire. J'étais tout petit, tout gosse, et c'est vrai que l'usage des dialogues entre père et enfant n'était pas si courant que cela. Et ce jour-là, voilà, je me rappelle de la pièce, de l'ambiance, de ma mère dans un coin. Et lui qui m'a pris comme ça entre ses jambes et m'a levé, m'a posé sur ses genoux et en roulant les airs, en disant ya Richard, et c'est à partir de là qu'il m'explique et il me dit tu sais pourquoi tu t'appelles Richard et voilà, et moi je ne comprenais pas, j'étais déjà un petit peu surpris. Parce que Richard, il faut décomposer. Dans Richard, il y a riche Riche et chat. et chat. Mais il vous Exact. parle aussi des bonnes portes. Oui, tout à fait, tout à fait. Il parle aussi des bonnes portes, et c'est là-dessus qui me dit quelque chose que, sur le coup, sincèrement, j'avais pas bien compris, en me disant, tu sais, fais attention, la chance est avec toi. C'est pour ça d'ailleurs que tu t'appelles Richard, et il insiste sur le fait de riche et de chat, et il me dit, tu sais, dans la vie, aie toujours confiance. Hachem ouvre les portes, mais faites bien attention. Je ne serais pas étonnée qu'il vous ait dit le bibène. Oui, ici j'étais étonné. Alors, Richard, il y a également le deuxième personnage, haut en couleur, votre mère Marcel, qui est très belle et voit en vous un homme ultra sensible. Oui, c'est vrai. Elle voyait en moi quelqu'un de sensible, et je dois dire que moi je me souviens même d'un épisode où ça m'a pas fait tellement plaisir. Je lui en voulais un tout petit peu parce que elle en avait ri avec ses copines, parce qu'en me disant mais on peut rien lui dire, on peut même pas lui chanter la moindre berceuse. D'ailleurs, regardez, et elle me prend dans ses bras et elle me chante une chanson que j'ai toujours en tête et je me mets à pleurer. Et à partir de là, j'ai vu les gens rire autour de moi. J'ai été touché, et elle aussi, parce qu'elle s'est mise à pleurer. En me disant je ne pensais pas, vous voyez. Elle a réalisé à ce moment à quel point l'impact était fort. Voilà, tout à fait, tout à fait. Nous allons aussi présenter les deux autres personnages de la famille. Il y a Gilbert, votre frère, Mon frère, oui, votre frère chéri, tout à fait. trop tôt disparu, et vous en parlez avec beaucoup d'émotion, mais je l'en sens même à l'antenne. C'est vrai. Et C'est tout à fait vrai. d'emblée, Richard, je vais vous demander, parce qu'il y a aussi Marilyn, votre petite sœur, Oui. je vais vous demander de rappeler l'épisode de la banane de Brabro pour Marilyn. Ah là là. Alors voilà, nous étions vraiment dans une situation assez Très précaire. miséreuse, très précaire, très précaire. Et si on mangeait à notre faim, parce qu'on nous gavait effectivement avec pas mal de choses, comme le dror, comme enfin cette espèce de sorgho,
Donc on nous donnait à manger. Il y avait des aliments auxquels on n'y avait pas droit. Et dont un fruit qui était tout simplement la banane, quoi. Et pourtant nous habitions à 2 pas du marché et des régimes de bananes étaient pendus un peu partout. Alors il y avait un monsieur qui s'appelait Manu Manu. Je pense que les Arianais doivent se souvenir de ce monsieur en grande djellaba avec un grand panier d'osier sur la tête et un régime ou des régimes de bananes sur la tête. Je ne sais pas comment il faisait pour ne pas les tomber. Et il passait dans la rue en criant Manu Manu, donc chacun achetait la banane ou les bananes. Et il en offrait une à ma sœur qui était toute petite à la condition qu'elle danse tout simplement. Et donc elle dansait dans la rue. Et quand elle avait fini de danser, il tapait dans ses mains, donc il chantait et tapait dans ses mains, il y avait du monde autour, et il lui offrait une banane. Voilà. Et cette banane qu'elle prenait, qu'elle mangeait avec délice, ou parfois, même souvent même, que l'on partageait. Voilà. Et alors, arrive Gilbert. Que fait Gilbert? Alors Gilbert, alors c'est tout drôle parce que Gilbert, que je croyais un peu détaché de pas mal de choses et je ne voyais pas en lui la sensibilité que moi j'avais, mais un jour comme ça, il en a eu marre, et il y avait un mendiant. Je pense aussi que les Arabiens doivent se rappeler parce qu'il était très atypique, du nom de Brabro. Ce pauvre musulman n'avait pas de jambes. C'était un cul de jatte, en fait. Ah, c'était un cul-de-jatte qui était sur une planche à roulettes et il cédait de ses mains et de fer à repasser. C'était vraiment atypique. Et il était sale, il était d'une crasse épouvantable. Enfin, tout le monde se sauvait de lui, il faisait peur. Et un jour, on voyait mon frère en train de le pousser, monter avec lui sur cette charrette, et lui en train de servir de ce plateau comme une patinette, et lui qui riait à tue-tête et tout, et que ma mère... surprenant cela, avait tout de suite arrêté puis lui avait collé une et en lui disant mais qu'est-ce qui t'a pris, mais tu te rends pas compte, regarde dans quel état tu es maintenant. Et il s'était mis vraiment, il ne pleurait pas parce que mon frère, j'ai rarement vu mon frère pleurer, j'ai vu à 2-3 circonstances extrêmement dramatiques, mais là il était d'une tristesse comme c'est pas permis et il dit maman, je n'en pouvais plus, il m'avait promis de me donner 20 millimes si je le faisais rouler comme ça, avancer très vite. Voilà, tout simplement. Et c'est pour acheter une banane à ma sœur parce que j'en ai marre de voir ma sœur danser dans la rue pour une banane. Alors d'emblée, voilà. Richard Meyer-Drahi, votre sensibilité vous fait comprendre qu'il y a un, voire 2 secrets de famille. Oui. Et vous apercevez, vous vous rendez compte que votre mère, très souvent, le soir, met en route le film de sa vie, comme elle dit. C'est ça, c'est exact. Alors, le premier secret de famille, Richard? Alors, le premier secret de famille, ça a été les enfants qu'elle a élevés. Et qui, en réalité, n'étaient pas vos oncles et tantes, c'est-à-dire Gisèle, Berthe, Julot et Henri. Voilà, donc on nous les a présentés toujours, on était gosses, il y avait un grand écart d'âge entre nous, et pour nous, c'était les tontons et tatas. Et c'est vrai que c'était les seuls, parce qu'on n'en avait pas. On avait une famille extrêmement restreinte et qui détenait un petit peu avec tout ce qu'on voyait autour de nous. Et très souvent, je voyais ma mère très taciturne, parler d'eux. Et un jour, à force de persévérance, parce que je voulais vraiment comprendre pourquoi... c'était à la mort de ma grand-mère, la seule... Zahira, voilà, c'est la seule, je dirais, comment qu'on peut dire, la seule vieille personne que l'on connaissait, parce qu'on ne connaissait rien d'autre de mon père et très peu de ma mère. Et j'ai pu enfin savoir, parce que écouter d'abord, parce que j'étais dans un coin pétrifié par toute cette ambiance mortuaire, voir mes tantes demander pardon à ma grand-mère en l'appelant Mémé. Alors je dis comment ils peuvent l'appeler Mémé. S'ils l'appellent Mémé, c'est que
c'est mes frères alors. Et puis d'autant plus qu'ils essayaient de consoler ma mère et de se consoler mutuellement en l'appelant Oumi, ce qui veut dire en arabe maman. Et là, j'étais complètement sous le choc. Parce que là, je me disais, mais c'est pas possible, je ne comprends plus Puis rien. une de vos tantes, donc, vous explique. Alors, en préambule, on avait insisté sur le fait, enfin, c'est d'ailleurs, vous l'avez dit, que la première partie du roman se passe, donc, votre petite enfance à l'Ariana, qui est la proche banlieue de Tunis, qui était quand même le fief du judaïsme tunisien, puisqu'il y avait quand même 6000 juifs dans les années 50. C'est exact. Et avec beaucoup d'humour, vous rappelez certains surnoms, parce qu'il n'y avait pas un Arianais qui n'avait pas un surnom. Ah oui, oui. Alors, il y avait le baveux Boularbe, Boularbe, le baveux, oui. Charlot Asbana, Ah oui, Charles oui. la saucisse. Mais c'était terrible. Ah oui. C'est terrible quand vous entendiez des gens en disant mais c'est qui? Alors tu disais mais c'est Tita Fakoussa. Voilà. Appeler quelqu'un Tita Fakoussa. Esther le concombre. Voilà, c'est terrible. Il y avait le rat, Zarboa. Zarboa, Laloubenga. Alors Laloubenga, c'est extra. Alors ils avaient tous un surnom et ce surnom effectivement, il était inhérent à soit à leur aspect physique, soit un événement. Un événement. Par exemple, on savait que Laloubenga, c'était quelqu'un qui avait souvent des histoires et qui en créait. Benga. Benga, voilà, c'est ça. Benga, ça se traduit pas, c'est intraductible. Ah ouais, c'est intraductible. Alors, Richard, là, vraiment j'applaudis parce que cette première partie se passe dans deux villes auxquelles je suis particulièrement attachée. Je veux parler du Kef puisque j'apprends que votre maman était la petite fille du grand rabbin du Kef. C'est vrai. Et donc descendante de la famille Guerchoun, C'est exact. qui venait de la frontière algéro-tunisienne. Exact. Ce sont aussi mes origines. Et puis l'Ariana, puisque c'est la ville de ma belle famille. Et je découvre plein de choses parce que, par exemple, votre quartier, Hachtaboub, Oui, Hachtaboub, voilà. d'accord, qui Oui, était pas loin du marché, je crois. On était juste à côté du marché, on était dans le prolongement de la rue du marché, donc qui était un souk. Et c'est vrai que c'est un quartier plutôt populaire. Oui. Voilà, nous étions pas loin de la mosquée. D'ailleurs, même si à cette époque la population juive était supérieure en nombre à la population musulmane, la mosquée qui était juste en face de nous nous faisait rappeler à chaque appel à la prière qu'on était vraiment dans un pays musulman, quoi. Puis tout notre voisinage était musulman. Et alors arrive Bizerte. Voilà. Bizerte, les grands événements de Bizerte que tous les juifs tunisiens ont en mémoire. Et votre père, qui est français, par le décret Crémieux, Oui. donc est évacué. Mais seulement, on rappelle un épisode, c'est qu'il n'y avait pas eu de mariage civil. Donc vraiment, il a fallu organiser très vite le mariage de vos parents pour que votre mère et les enfants soient français comme le père. Et vous arrivez donc, après un petit passage agréable à Marseille, vous arrivez à Paris et là, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions quand on lit ce qui se passe. Je vais vous demander de rappeler vos nuits à l'hôtel. Ah, c'était épouvantable. Je crois que c'est un des épisodes les plus durs. Nous avions été accueillis par un neveu de ma mère qui habitait rue du Chemin Vert. Et j'avais un tout petit appartement. Et nos moyens ne nous permettaient pas, nous, d'avoir un appartement. Parce qu'il fallait avancer le pas de porte, fameux pas de porte. C'était quelque chose de très courant à l'époque et on n'avait absolument rien, mais rien de rien. Et on avait trouvé un petit hôtel, l'avenue Parmentier. Et ce petit hôtel était vraiment, c'est l'hôtel un peu minable. Mais qui permettait, en principe, d'avoir un toit. Et qui permettait d'avoir un toit. Et quand on était rentré dans cette pièce, je me souviens de l'angoisse de ma mère qui s'est trouvée dans
de cet endroit où il y avait un lit de place, une armoire, une petite table et deux chaises et un petit réchaud à gaz qui était adossé à l'évier. Et puis son premier cri a été: mais où vont dormir les enfants? Et à cela, même cela, mon père n'avait même pas réagi. Je voyais leurs yeux écarquillés. Et puis il a dit: bon, écoute, comme c'est pas pour très longtemps, c'est vraiment du provisoire. Donc vous allez dormir par terre. Et donc voilà, ils avaient été à la rue Richer. Au Casip, oui. Au Casip. Ils ont pu avoir des couvertures et ils mettaient des couvertures à terre pour qu'on puisse y passer les nuits. Mais c'était sans compter sur la gardienne, enfin sur le propriétaire de l'hôtel qui à bout de le dire... Ah oui, qui interdisait la présence de mineurs dans l'hôtel. Et donc ça a été clair et net en nous disant si vos enfants sont là, vous évacuez l'hôtel, vous quittez l'hôtel, on ne peut pas vous garder. Et c'est ainsi que quelques nuits vous les avez passées dans le square, emmitouflés. Complètement, comme des clochards, quoi, tout petits. Nous étions là. Alors dans la journée, nous étions à l'école et dès qu'on sortait de l'école, nous étions en bas. Il y avait un banc qui était juste en dessous, à l'entrée d'ailleurs de cet hôtel, banc qui existe toujours d'ailleurs, parce que de temps en temps quand j'y vais, je ne peux pas m'empêcher vraiment d'y avoir le cœur serré, avec une maman au deuxième étage qui nous attendait, qui nous regardait et qui descendait nous amener un petit 4 heures. Et nous étions là, voilà, en essayant de faire des devoirs sur vos genoux, en fait. Ah ouais, c'était horrible. Et quand il pleuvait, on était comme ça. Moi, je me souviens du nombre de fois où les gens s'arrêtaient en disant: mais que font ces enfants dehors comme ça? Et la peur que la police arrive nous faisait enfuir dans le square. Voilà. Et là, les portes s'ouvrent, voilà. Et vous avez un appartement pour la famille à Nanterre. À Nanterre, voilà. Voilà, alors là c'était magique, même si c'était très loin, il a fallu qu'on prenne le bus, oui, parce que les transports n'étaient pas les mêmes que maintenant. Hein. Du tout. Et là, on s'est retrouvé dans un appartement de 4 pièces. C'était fou parce qu'on ne comprenait plus rien. D'ailleurs, on rentrait d'une pièce, on sortait de l'autre. Et ma mère, heureuse de voir qu'elle allait avoir une cuisine à elle, voilà. Et ça a été magique, même si elle avait un grand pincement au cœur parce qu'elle avait compris qu'elle s'éloignait encore davantage de Paris, où il y avait quand même un semblant de communauté. Mais là, nous étions isolés et elle voyait en cela le danger quand même. Et bien sûr, vous gardez en mémoire ce que beaucoup de juifs tunisiens gardent en mémoire quand ils habitaient en banlieue, c'était les courses à Belleville pour acheter la viande cachère, pour acheter les produits et les grands sacs dans les bus. Ah là là, c'était terrible. Je les voyais, alors lui, il travaillait pas le mercredi, et le mercredi, il passait sa journée, il partait, tous les deux, ils partaient le matin avec les sacs vides, et ils revenaient, mais alors comme des mulets. Quel adeb! Franchement, j'en avais le cœur déchiré. Je me disais, tout ce qu'ils font pour qu'on puisse continuer à manger cachère, pour qu'on puisse avoir un certain lien avec la communauté. Et en plus, à cette époque-là, mon père commençait à être bien malade. Ça a été très dur. Et alors là, Richard, vous découvrez la musique. Voilà. Avec Gilbert d'ailleurs, et les copains de la résidence. Voilà. Il me fallait une soupape, et parce que plein de choses étaient en moi, je bouillais en moi depuis ma tendre enfance. Et j'avais deux choses qui me liaient, c'était l'éducation. Où j'avais très mal commencé alors que j'étais plutôt un bon élève. Parce qu'en fait, vous avez été mal orienté. Complètement mal orienté, mais nous étions tellement dans la galoute, dans les emmerdes,
qu'il n'était pas possible de dire, de dire à mes parents, mais faites quelque chose. La seule fois où j'ai dit à mes parents, j'ai dit, mais vous avez commis une erreur, regardez, moi j'ai intégré une 4e et je me trouve dans une classe qui préparait le certificat d'études primaires, en lui disant, et j'avais employé le mot en disant, mais c'est des gogoles. Et il m'avait dit, comment tu oses dire un truc pareil, tu es en France, et en France, l'éducation, elle est reconnue dans le monde entier, tu as un ingrat. Il n'avait pas droit à l'erreur, en fait. Les enseignants n'étaient pas du tout suspects d'erreur, et là, vous entrez à l'usine. Ah, complètement. Et à 15 ans, je me trouve dans une usine parce que mon père, après mon certificat d'études primaires où j'étais sorti premier du département des Hauts-de-Seine, il en était fier. J'ai eu ma photo dans les journaux des Hauts-de-Seine et il m'avait dit, bon voilà, je t'ai inscrit pour faire un métier à l'usine. Je lui ai dit, mais je veux pas de ça. Je voulais être comptable, puisque c'était la seule voie qui me permettait de Bien m'en sûr, sortir et là, à votre partir père de vous mes répond, études. comptable, Mais c'est un pas métier pour de un star. homme. Ah non, voilà, c'est pas pour Alors, un homme. Richard, le temps avance, mais je voudrais qu'on avance aussi dans le roman, parce qu'il y a Oui. tant de choses à dire. Donc, des épisodes de musique, mais j'invite les auditeurs à se procurer ce livre et à le lire, parce que ne vous inquiétez pas, sachez que tout le monde a eu tous ceux que je connais qui l'ont lu ont eu leur boîte de Kleenex à côté. Vous tombez amoureux, Oui. et ayant beaucoup de mal financièrement pour préparer ce mariage, parce que la belle famille voulait un grand mariage, on n'entrera pas dans les détails, mais il y a un épisode sur lequel j'aimerais vraiment m'appuyer. Vous faites votre service militaire, vous êtes pris comme tête de Turc dans le bataillon, et là, une porte s'ouvre. À vous de la raconter. Alors voilà, effectivement, j'ai eu et c'est là, après coup, qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent et il ne faut pas se tromper. Oui, j'ai passé un moment absolument pénible, mais dramatique, puisque d'ailleurs on me disait, on a droit à 7% de perte et si tu en crèves, c'est pas un problème. Et ça a été extrêmement difficile. Et un jour, on n'en pouvait plus des brimades et de tout. J'avais basculé un caporal-chef par-dessus je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est longue. Non, mais il vous en avait fait voir, dont les marches de nuit, dans de grandes conditions. Ça a été terrible. Et en fait, ils ont réussi à m'amener là où ils voulaient m'amener, c'est-à-dire me faire passer devant un tribunal militaire. Et quand j'ai été voir, parce qu'on m'a emmené d'abord voir un médecin militaire pour qu'il déclare que je n'étais pas faux, afin de pouvoir m'enfermer et puis me faire passer au tribunal, je vois une voiture arriver, je ne peux pas oublier, une 403 rutilante, et je vois un jeune homme barbu qui conduisait, et un monsieur sortir, un vieux monsieur sortir, avec des lauriers sur ses épaulettes. Tout le monde s'était mis au garde à vue, on a pensé à un général. Et quand il a dit « Je viens voir le canonnier Drahi », et là je me suis dit « Mon Dieu, mais un général s'en mêle, dans quelle situation Qu'est-ce que j'ai fait, Charmel ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Charmel, c'est pas possible. » Et quand à la longue, donc je ne vais pas la raconter, à la longue finalement c'est un aumônier, c'est un rabbin qui s'appelle Ben David, auquel je ne peux que à chaque fois louer, parce qu'aujourd'hui bien sûr il n'est plus de ce monde, et Dieu sait si pour moi il représente quelque chose d'extraordinaire. Quelque part il a été un père pour vous, parce que quand il vous invitait, bon on n'entrera pas dans les détails, mais je crois que vous devez également louer son chauffeur Ephraïm. Oh là là là, Ephraïm qui est venu vers moi et qui me dit tout simplement, parce que juste avant déjà il a posé des questions à pas mal de monde, et quand il est venu vers moi il m'a proposé, on dit propose au rabbin, moi je quitte l'armée dans un mois et demi, propose au rabbin de me remplacer et d'être mon chauffeur.
et la scène est la suivante. Je vois le rabbin sortir, enfin l'aumônier, ce monsieur dans son uniforme impeccable, orné de laurier, sous le salut de toute la compagnie qui était là. Et il vient vers moi et il me dit une chose qui a été, mais franchement... Allez Richard, c'est tradition juive de parler du rabbin Ben David, le fait quelque part planer au-dessus de nous et faire poursuivre un petit peu tout l'ensemble de ses mérites. Alors Richard, on va changer de sujet et en quelques mots, parce que le temps passe très vite, nous allons parler un petit peu des bonnes portes de votre expérience professionnelle, parce que c'est extrêmement important. C'est vrai. Elles se sont ouvertes très vite grâce à des rencontres. Oui, des rencontres extraordinaires d'ailleurs. Quand je me refais ce film et je me dis mais comment j'ai pu rencontrer des gens aussi illustres. Ça tient. Dans la vie, on va rencontrer une personne, mais pas autant. Donc j'ai eu la chance de rentrer chez Lévitan et de connaître les fondateurs Lévitan, qui sont des gens absolument... Dont Monsieur Maurice, le neveu. Le neveu, dont Maurice Lévitan, le neveu, mais j'ai aussi connu bien sûr Lévitan même. J'ai connu bien sûr les frères Darty, puisque j'y ai travaillé, j'y ai passé presque 20 ans chez eux. Et cet épisode est magnifique. Voilà, je les ai connus, mais de façon très rapprochée. J'ai connu aussi le grand patron de Kingfisher, j'ai connu un des grands patrons de Pinot Industries. Enfin, j'ai eu des rencontres qui ont été des rencontres extraordinaires. Et pourtant, ces gens-là, souvent m'ont proposé des postes et des postes importants qui m'auraient amené à être peut-être professionnellement autrement que ce que je suis. Et j'ai à chaque fois décliné parce que Vous ne le sentiez pas? Je ne sentais pas. Je me suis dit, si je vais là, je vais trouver mon bonheur, probablement professionnellement, mais je vais perdre autre chose. Et voilà. Donc j'ai passé des temps merveilleux avec eux, et ils ont tous respecté les décisions que j'avais prises. Richard Drahi, je vous remercie. J'invite les auditeurs à se procurer ce livre, Les Bonnes Portes, où l'émotion est ouverte sur Fenêtres et Portes. Vous aurez bien compris, vous qui aurez entendu cette émission, qu'il y a beaucoup de sentiments d'affectivité. Je ne voudrais pas dire un petit peu ce qui se passe également dans tous les épisodes, mais je voudrais faire passer une chanson à laquelle vous tenez, sur laquelle votre oncle et votre tante dansaient. Tartel Yasmine Fellé. Oh là là. D'accord. Richard, merci. Merci à vous. Vraiment, merci à vous. On attend un deuxième tome, hein, Richard? Bah écoutez, oui, c'est vrai que je l'ai écrit pour terminer. C'est vrai que je l'ai écrit avec une totale sincérité. Ça n'a pas été facile. Hein, parce que ça... Bien sûr. Richard, je voudrais faire passer un peu de musique. تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني لغصان عليا تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان عليا تميل تمسح لي في دمعة عيني تحت الياسمينة اتكيت عدلت العود وغنيت تحت الياسمينة اتكيت عدلت العود وغنيت وطناطر دمعي وبكيت تفكرتك كيف كنت تجيني. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.